la réalité telle qu'on l'aperçoit présentement, on l'aperçoit avec... on l'aperçoit selon nous, en tant qu'humain, et donc je pense qu'on a une perception très limitée de la réalité de l'univers. Et je pense qu'en fonction de notre évolution, en fonction des recherches qu'on peut faire au niveau scientifique, il y a des éléments qui sont donnés qui envisagent d'autres choses que ce que nous pouvons percevoir et encaisser au niveau de nos connaissances scientifiques conventionnelles. Donc je pense qu'il y a effectivement une perception très limitée de notre univers, de notre réalité, et je pense qu'il faut jouer la carte de la modestie, être très modeste là-dessus, et puis se dire que finalement on ne comprend pas tout, qu'on aura toujours à apprendre au sein de notre humanité, et je pense que les recherches scientifiques actuelles ont abouti à des réflexions, sur dans tel ou tel domaine, mais je pense qu'on n'aura jamais une vérité vraiment définie de ce que peut être la réalité de l'univers et le fonctionnement de l'univers, donc je pense qu'il faut rester modeste, et je pense que les réponses, on pourra les avoir au fur et à mesure des recherches, au fur et à mesure de la recherche, et puis je pense qu'on pourra bien évidemment, on sera peut-être plus à même d'amener des conclusions, peut-être d'amener des réponses à ce qu'on sait déjà. Hein. Donc là, je vais continuer sur des événements qui ont été très peu parlés en ufologie, hein, mais qui sont parfaitement recevables puisqu'ils ont été authentifiés. C'est des événements qui ont été relatés par des personnes qui sont quand même qui font partie du domaine militaire et du domaine scientifique. Donc c'est quand même des gens qui n'ont pas des prédispositions à mentir ou à occulter ou à dire des mensonges, des bêtises, quoi. Donc je vais parler d'un cas qui s'est passé le 7 septembre 1977, qui s'est passé en Géorgie plus exactement. Et donc en fait ce qui s'est passé le 7 septembre 1977, c'est qu'il y a eu en fait une abduction en fait de tout un régiment militaire de 1300 soldats, et donc et le commandant des troupes qui s'appelle John Vasquez, qui après avoir vécu ce qu'il a vécu, puisque lui-même a été confronté à ça. Il a été d'ailleurs soumis à une régression hypnotique par Bob Hopkins aux États-Unis, et qui mettait bien en évidence le fait effectivement qu'il y avait eu abduction, que le régiment de soldats avait été abducté et avait été soumis à des procédures médicales. Donc John Vasquez, il a été interviewé de nombreuses fois, et malheureusement ces témoignages n'ont pas été mis en circulation sur internet en version française. C'est en anglais. Par contre, il y a un livre très intéressant qui est paru aux États-Unis et qui a été traduit en français par Julien Van Cleef en France, qui s'appelle, parce que c'est à Fort Benning que c'est passé, sur la base de Fort Benning en Géorgie. Et donc c'est l'histoire de Fort Benning. Donc je vais présenter le livre pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire. Donc c'est Incident à Fort Benning, donc de John Vasquez et Bruce Stephen Holmes. Donc un cas vraiment très intéressant. Donc pour ceux qui seraient intéressés de l'étudier et d'approfondir, je vous invite à vous mettre en relation avec Julien Van Cleef, qui s'est chargé de traduire le bouquin et qui pourra justement vous faire parvenir, comme ça vous pourrez en prendre connaissance de façon plus approfondie. Donc grosso modo, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé le 7 septembre 1977, c'est qu'il y a eu tout un régiment de soldats donc en exercice, qui ont été confrontés en fait à une observation d'OVNI, donc un engin discoïdal qui est apparu. On va fermer. Je ne peux pas entendre parce que là il y a trop de bruit à côté. Je vais fermer la porte, sinon les gens ne vont pas bien comprendre. Donc pour revenir à ce que je disais, donc tout un régiment de 1300 soldats aux États-Unis qui ont été enlevés et qui ont été soumis à des procédures médicales. Donc ils ont été soumis, avant d'être abductés, à une observation massive. Il y a eu apparemment une période de missing time, donc de temps manquant. Et donc sur le fait, ils n'ont pas été
ils ont été paralysés, et puis après, quand ils ont repris conscience, en fait, d'eux-mêmes, et qu'ils ont eu leur pleine conscience, ils se sont rendus compte effectivement qu'il manquait du temps en fait, dans leur agenda, et donc ils se sont rendus compte qu'il s'était passé quelque chose. Et donc le commandant des troupes, John Vasquez, qui a subi une régression hypnotique, a relaté le fait qu'effectivement le régiment entier de 2300 soldats avait été buté en fait, dans un engin, et qu'ils avaient été délicatement remis en fait, dans leur environnement initial. Et donc en fait leur mémoire en fait, elle avait été occultée, en fait leur mémoire elle avait été il semblerait, elle avait été complètement évincée. Donc ces entités ils ont fait en sorte que ces militaires-là ne se rappellent pas de ce qu'ils ont vécu. Et donc c'est après, sur le coup, avec la régression hypnotique et avec par mûre réflexion, qu'effectivement ils se sont rendus compte qu'ils avaient été soumis à un phénomène ovni extraterrestre. Et donc cette affaire-là a été relatée dans le livre Incident for Wedding. Et donc j'invite vraiment tout le monde vraiment à le lire, parce que c'est vraiment une histoire très intéressante. Après, je vais aussi relater aussi le cas qui s'est passé aussi toujours en 1977. Donc c'est le cas de l'île de Colares au Brésil. Donc il semblerait qu'il y ait eu une attaque d'OVNI. Donc une attaque d'OVNI. Donc il y a des gens qui ont été agressés par des OVNI. Donc il y a des gens qui sont matérialisés et qui ont très vraisemblablement agressé des gens dans cette île. Et donc il faut savoir tout de même que cette histoire-là est assez particulière, parce que il y a eu les militaires sont intervenus, en fait l'armée est intervenue en fait pour évacuer en fait l'endroit en fait de ce qui s'était passé ce jour-là. Donc en fait les gens ils ont été évacués complètement de l'île de Colares au Brésil, parce qu'il y avait une bataille d'OVNI, il y avait des OVNI qui apparemment lançaient des sortes de faisceaux lumineux, brûlants, etc. Et il semblerait que c'était assez brutal comme apparition. Donc ce cas-là il a été relaté. Donc ce cas-là, si vous tapez l'île de Colares au Brésil 1977 OVNI sur internet, vous allez très facilement tomber dessus, et vous allez pouvoir justement faire les recoupements et puis faire le nécessaire pour prendre connaissance de l'affaire. Donc ce cas est mentionné il faut savoir que le cas a été mentionné dans un document officiel non classé du ministère de la Défense française qui date de 1995. Donc il a été reçu par le ministère de la Défense française, donc c'est pas rien quand même. C'est quand même un cas qui a été vécu au Brésil, qui très vraisemblablement a intéressé les Français. Donc ça date de 1995. Après il y a l'enlèvement aussi de Linda Cortil en 1989 en plein New York, à Manhattan, qui est aussi elle, d'après de nombreux témoins, a été enlevée par un engin et soustrait à des examens médicaux, bien entendu, parce que c'est toujours le même scénario qui revient. Les gens ils sont enlevés dans un engin, ils sont soumis à des procédures médicales, à des prélèvements de toutes sortes. Ça je vais en parler de façon plus approfondie tout à l'heure. Et en fait le cas de Linda Cortil, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce jour-là, en 1989 à Manhattan, quand elle a été enlevée, en fait il faut quand même que je précise tout de même qu'elle a été enlevée en fait non seulement en plein centre-ville, mais qu'elle a été enlevée en fait dans un grand immeuble, et donc à la vue de tous, donc, tout le monde pouvait le percevoir. Et en fait il s'avère en fait que dans les alentours, en fait ce jour-là il y avait des hommes du service des renseignements américains et des services secrets américains qui étaient présents et qui ont vu la scène, et qu'ils ont pu témoigner ensuite en fait, et de la véracité en fait de ce qui s'était passé ce jour-là. Donc Linda Cortil a été par la suite, je pense quelques années après ou quelques mois après, je pense, a été de nouveau habilitée, je pense, et a été mise en relation aussi avec Bob Hopkins. Donc elle a reçu aussi une régression hypnotique, donc elle a pu mettre en évidence ce qui s'était passé ce jour-là. Donc pareil pour le cas de Linda Cortil, pour tous ceux qui seraient intéressés de recevoir le témoignage et de l'approfondir davantage, je vous conseillerais d'aller sur internet, vous tapez Linda Cortil, Manhattan 1989 OVNI, et vous allez très facilement tomber dessus, et vous allez pouvoir avoir les renseignements nécessaires pour vous faire un avis définitif sur la question. Donc pour continuer aussi, ça c'est sur des cas qui sont
qui sont connus, hein, mais que j'insiste énormément à relater aujourd'hui pour bien évidemment faire un récapitulatif vraiment très intéressant sur les événements qui sont passés en Belgique et en France. Donc il faut prendre connaissance du fait qu'il y a eu une grande vague en Belgique en 1989. Et donc il y a eu des milliers de témoins qui ont témoigné avoir vu des engins de formes diverses et variées, qui sont bien souvent des formes triangulaires qui ont été observées. Donc le général de division aérienne Wilfried de Brouwer en Belgique qui s'est occupé justement de relater des codes d'observation. Et donc il y a même eu un organisme qui a été créé en Belgique par rapport à ça. Un organisme qui a été créé, si je ne dis pas de bêtises, en 1971, donc c'est la SOBEPS, donc la société belge, si je me souviens bien, pour décrire un petit peu ce que c'est la SOBEPS, c'est la société, il faut que je retrouve ça, j'ai noté ça sur les papiers. Alors, la société. En gros, la SOBEPS, c'est la société belge concernant les phénomènes spatiaux, et donc ils sont occupés véritablement à recenser tous les codes d'observation qui ont lieu durant la vague belge en 89. Et donc le secrétaire général, c'était, si je me souviens bien, Lucien Clairvaux. Et Lucien Clairvaux, en fait, à partir de 1972, avec l'aide d'autres personnes, on commençait à rédiger en fait une revue, une revue bien spécifique en fait, parce qu'il s'est passé avec la vague belge, mais aussi avec d'autres corps antérieurs. Et donc cette revue-là a été rédigée et éditée en 1972. Et donc c'est la revue Info-Espace, donc ufologie, phénomènes spatiaux, comme histoire. Donc c'est une revue bimestrielle qui avait été éditée en 1972 et qui relatait grosso modo tous les codes d'observation qui avaient été faits en Belgique en fait depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et l'association ASOBEPS en Belgique, elle a été dissoute en 2006 pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la COBEPS, donc un organisme qui est parce qu'il y avait, c'est pas problème financier, ils avaient dû arrêter définitivement la SOBEPS pour rebaptiser le nom en COBEPS. Et donc ils ont continué la recherche, et puis actuellement il y a un site internet de la COBEPS où justement ils mettent à disposition toutes sortes de témoignages en fait, de codes d'observation qui relatent tous les témoignages de Belges, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez tenir à quelque chose peut-être? Non. Le méthodo récent. Non. T'as rien? Non, ben non, j'écoute pour l'instant, c'est intéressant. Non, je reviens à la lettre du 14 avril 2008, Oui. pondue par les ingénieurs, médecins, docteurs, etc., amiral, etc., au président de la République, qui à l'époque était Nicolas Sarkozy. Est-ce que le bureau a répondu depuis ce temps-là? C'est la question que je me pose, elle est toute bête. Hein. Non, justement, c'est un petit peu le problème avec nos officines gouvernementales françaises, ici en France, c'est que malheureusement les faits ont très souvent été occultés et ils n'ont pas été mis à disposition du public, malgré qu'il y a eu bien évidemment des organismes comme le GEPAN en France, qui est un organisme qui a fait son apparition en 1977, qui a été présidé par Claude Poher en fait, à cette époque-là. Et en fait, il faisait du recensement en fait, de témoignages d'observation. Et donc il y a d'ailleurs Jean-Claude Boré en France qui était devenu journaliste à France Inter en 1967. Et lui, il avait écrit 3 ouvrages, je crois, 3 ou 4 ouvrages sur la question. Et donc lui, il avait justement relaté, il avait mis en évidence en fait tous les procès-verbaux de gendarmerie qui avaient été faits suite à l'observation de diverses personnes. Et en fait, entre 1954, durant la vague en France, parce qu'il y a eu une grosse vague en 1954 en France, avec tout ce qu'on pourrait qualifier de rencontres approchées, donc il y a eu une grande vague en France assez conséquente.
ça a fait grand bruit à cette époque, et en fait, entre 1954 et fin 1970, fin des années 70, ils avaient peut-être, au niveau de la gendarmerie, ils avaient peut-être totalisé, grosso modo, 500 rapports. Ils avaient totalisé 500 rapports d'observation de personnes qui témoignaient d'observations Personne sérieuse. de divers horizons. Donc il y avait quand même beaucoup d'observations qui avaient été totalisées à cette époque-là. Et en fait, au niveau de la lettre du contre-amiral Gilles Pinon, en 2008, la présidence Sarkozy, non, il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour du tout, on n'a pas voulu y apporter attention plus que ça. Ils n'ont pas réessayé avec Ils ont réessayé par la suite, quelques années par la suite, ils ont essayé de. C'est pas étouffé tout ça? C'est étouffé. C'est étouffé. Et pourquoi? Question. Question de. La question, c'est à la fin. Ah, c'est à la fin, bon, d'accord. Mais il a dit tout à Ça, je vais bien. Question politique. Je vais le définir à la fin, ça va Ouais, d'accord. je vais le définir à la fin. Tu vas couper tout ça? Non. Et je voulais parler d'un cas aussi, un cas d'école aussi vraiment très sensible, et qui avait été longuement enquêté. Il y a le cas qui avait eu lieu en fait en septembre 1994, dans le village de Ruwa, au Zimbabwe. En fait, il y a eu une soixantaine d'enfants en fait. C'est bien ça. Une soixantaine d'enfants en fait qui ont relaté en fait une observation en fait d'un engin qui est très vraisemblablement atterri au sol. Et quand cet engin est atterri au sol, en fait, des entités extraterrestres, comme la majorité des gens pourraient le dire, ils les qualifient de tigris, de shortwaves, comme Dimidieu avait pouvait le définir. Et en fait, ces petits gris, donc, ils ont été décrits en fait par tous les enfants. Et donc il y a eu des descriptions qui ont été faites, il y a eu des croquis qui ont été faits. Sur YouTube, je crois. Et il y a d'ailleurs John Mack, le psychiatre américain, qui a été là-bas directement sur place et qui a interviewé les enfants. Et en fait, les enfants disent clairement qu'il y avait des êtres qui n'étaient pas du tout humains et qui étaient là, qui sont apparus et qui sont repartis. Donc ces enfants-là, ils ont eu une troupe du diable, ils ont eu peur, ils ont pris peur, et donc ils sont rentrés dans l'école et puis ils ont fait perdre de ce qu'ils avaient vu, de leur ressenti à leurs professeurs, à leurs instituteurs. Et leurs instituteurs, en fait, quand ils ont vu les enfants rentrer dans l'école, ils ont très bien vu en fait qu'ils étaient excités, qu'ils étaient pas dans un état normal. Et ils voyaient très bien que les enfants avaient véritablement vécu un événement en fait assez particulier. Et donc cette affaire-là avait été relayée médiatiquement parlant par Stéphane Alix, parce que Stéphane Alix, il avait beaucoup enquêté, il avait côtoyé John Mack aussi, il avait même dormi chez lui, si je me souviens bien, donc il l'avait connu, il avait sympathie avec lui. Et Stéphane Alix, dans ses documentaires M6, Enquête extraordinaire, justement il parle de ça, il avait fait un documentaire spécial enlevé, avec tous les témoignages enlevés aux États-Unis. Et donc, quand il avait rencontré John Mack, justement, John Mack lui avait relaté l'affaire, et donc, dans ses émissions M6, il avait relaté cette affaire-là. Et donc, si les gens ils veulent vraiment en savoir plus sur cette affaire-là, ils vont sur Amazon, par exemple, ils tapent Enquête extraordinaire, il y a tout un gros boîtier, en fait, avec tous les DVD que Stéphane Alix a lui-même réalisé avec l'appui d'autres personnes. Parce que Stéphane Alix, il est fondateur de l'INRES en France, à Paris. L'INRES, c'est l'Institut de recherche d'expériences extraordinaires. Et donc, en fait, cet institut-là, en fait, il a pour but véritablement de faire prendre connaissance aux gens de certains phénomènes qu'on pourrait qualifier de paranormaux ou d'insolites. Donc, il essaye de façon rigoureuse et de façon la plus terre à terre et la façon la plus sérieuse qui soit à essayer de relater tous ces faits-là. Il essaye de rentrer en relation avec des gens très pointus, des gens qui ont quand même un certain niveau de culture. Donc il essaye de faire en sorte, il publie une revue d'ailleurs, la revue L'Inexploré, à laquelle j'ai été abonné pendant un certain moment. J'ai dû mettre fin à l'abonnement puisque par souci financier, j'ai pas pu continuer à m'y abonner. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, cette affaire-là de 1994 au Zimbabwe, c'est pour moi une affaire authentique, crédible à tous les points de vue. Et pour moi, c'est un événement vraiment qui mérite qu'on s'y intéresse davantage. Et c'est vrai que c'est un cas vraiment très très intéressant. Pour celui vraiment qui s'y connaît très peu en ufologie, qui veut en savoir plus, je le conseille véritablement de prendre connaissance de cause, le témoignage, et puis d'essayer d'approfondir, d'investiguer et d'essayer de voir si véritablement ce qui a été dit. De toute façon, les témoignages, les témoignages
qu'on a une trentaine d'enfants qui vivent un événement comme celui-ci et qui